Bonjour mes amis, c'est vendredi, bon retour parmi nous. Dans cette vidéo, 3 parties, l'économie russe, les actualités internationales, incluant l'Estonie, la Lituanie, la Pologne et les États-Unis. Nous conclurons avec les lignes de front, suivies d'une histoire folle à ce sujet. Parce que les Russes eux-mêmes ont publié une vidéo avec l'arrière-plan flouté et tout le reste. Mais ils viennent de divulguer l'un des emplacements les plus importants de l'une de leurs unités les plus importantes, avec cette vidéo. Nous allons parcourir ce fil de discussion et c'est comme un film policier à suspense. C'est fou. Mais commençons par l'économie russe. Et bien sûr, nous devons commencer par la raffinerie de pétrole Bingo. Hier, la raffinerie de pétrole de Bakhkortostan a été frappée dans la ville de Salavat. La ville s'appelle Salavat. C'est juste à côté. Et c'est la raffinerie de pétrole de Bakhkortostan, à 1300 km de la frontière ukrainienne, soit 800 miles pour les Américains. Et cette raffinerie a la capacité de raffiner 10 millions de tonnes de produits pétroliers, ce qui en fait une installation énorme, absolument énorme. Je veux juste regarder une photo avec vous, pour voir à quel point c'est immense. Regardez cette zone, c'est une ville. Il y a beaucoup de villes en Estonie qui sont plus petites que cette raffinerie de pétrole en particulier. Tout ceci ici est une seule raffinerie de pétrole. Il vous faudrait une voiture pour vous déplacer que dans cette raffinerie de pétrole. Mais qu'est-ce qui a exactement été détruit? Je veux dire, une zone aussi immense. Même avec 20 drones, vous ne pouvez pas tout détruire. Ce n'est pas possible, mais vous pouvez en détruire le cœur. L'Ukraine a réussi à frapper l'ELO clé. Unité de distillation atmosphérique vide topping, 4 supprimés. Ces unités reviennent à arrêter presque totalement une raffinerie de pétrole. Vous frappez le cœur. Le problème pour les Russes, c'est qu'ils ne peuvent pas les remplacer, parce que ces unités de distillation sont fabriquées par les Européens. Bien sûr, la Chine peut aussi les fabriquer, mais cela prend du temps. La Chine a une chaîne pour le faire. Il y a des raffineries de pétrole partout qui attendent ces unités de distillation chinoises. Les Russes doivent désormais attendre, sans que les puissances occidentales ne les remplacent. Ici, tu vas apprécier un beau spectacle visuel, un joli feu de joie. Regarde-moi ça, magnifique. Maintenant, je vais te donner quelques statistiques. En Russie, les ventes en gros d'essence sont tombées à leur plus bas niveau depuis 2 ans. Les prix battent des records. Et les pénuries s'aggravent dans les régions de Russie en raison de la forte demande des agriculteurs et des raffineries, fermées après des attaques de drones ukrainiens. Donc, au total, les ventes d'essence ont diminué, baissé d'année en année de 20% en 2025, soit un cinquième. Donc les Russes achètent un cinquième d'essence en moins que l'année dernière, et les prix ont augmenté d'à peu près autant. L'Ukraine a détruit environ un cinquième de la capacité de raffinage pétrolier russe. Ces chiffres ne semblent peut-être pas si importants. Un cinquième, d'accord, on peut gérer ça. Mais si vous examinez cela de près, en regardant combien la Russie exporte de produits pétroliers finis, ils ont d'ailleurs interdit les exportations. Combien ils déplacent à l'intérieur du pays, dans différentes régions. Si vous retirez un cinquième de cette équation, tout le système s'effondre presque. Et vous pouvez voir cet effondrement. Parce que les Russes sont en colère. Ils font ces vidéos en colère dans les stations-service, en disant à quel point l'essence est chère maintenant. Pourquoi? Que se passe-t-il? Regardez, il y en a plein, il y a toute une liste. Les personnes dans les stations-service. Filmant et sont stupéfaits de voir qu'il n'y a pas d'essence, ou de voir à quel point l'essence est chère. Je veux dire, ne vous fiez pas seulement à ce que je dis. Regardez le prix du diesel en Russie. Regardez 2023, 24, 25. Regardez, il approche d'un niveau record que le prix du diesel ait jamais atteint en Russie. Voici le graphique à long terme, les 10 dernières années. Regardez ça, le prix du diesel en ce moment, il explose en Russie. Pourquoi le diesel est-il important? Car la plupart des chars et véhicules militaires l'utilisent. Tout le matériel agricole fonctionne au diesel, et les camions civils ainsi que les équipements de transport fonctionnent au diesel, tout comme les trains. De plus, tout ce qui est gros et doit fonctionner pendant des décennies fonctionne au diesel, et le prix du diesel augmente. Cela affecte presque tous les aspects de la Russie. Donc dans ce contexte, Poutine a tenu une réunion avec ses ministres. Et j'ai ici un extrait de 52 secondes où Poutine dit des choses étranges qui, à mes yeux, ne font qu'empirer les choses.
Vous savez qu'il y a beaucoup d'anciens combattants de l'opération militaire spéciale, vous savez, l'opération militaire spéciale, qui reviennent en Russie après leur service. Ce sont des alcooliques, des toxicomanes, ils ont un problème de violence, ils ont un problème d'impulsivité. Que faire de ces gars-là ? Sur fond de toutes les pénuries d'essence et de diesel, de la tension qui monte dans la société, alors que fait-on de ces anciens combattants extrêmement tendus, en colère et impulsifs ? Vladimir Poutine a la réponse pour vous. Je sais que vos rangs sont rejoints par anciens combattants et opérations de combat. Je suis sûr qu'ils apporteront une contribution positive au travail des partis politiques, tant au niveau local qu'au niveau central, y compris l'État et la Douma, et le gouvernement. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, et je sais que vous soutenez cette approche. Nous devons chercher, trouver et mettre en avant des personnes qui n'ont peur de rien, au service de la patrie, et qui ont choisi de risquer leur santé et leur vie en le faisant. Et ces personnes doivent être promues à des postes de direction. Elles seront notre prochaine génération. C'est ce à quoi nous devrions réfléchir. Et merci de mettre en avant de telles personnes. Des personnes qui n'ont peur de rien, des personnes qui n'ont pas peur de ne pas recourir à la violence, qui n'ont pas peur de ne pas tuer, et qui font toutes sortes d'autres choses que je ne peux même pas mentionner ici, mais tout ce que vous pouvez imaginer dans votre tête en ce moment, ils l'ont fait. La violence dans l'armée russe a ses spécificités, vous pouvez les trouver sur Google. Je ne vais pas en parler, mais ils vont ramener ces choses-là dans la société. Au lieu que la police contrôle la situation, Poutine confie la direction du pays et des élections locales à ces personnes, comme les gouvernements locaux. Tout cela accroît la tension en Russie, problèmes économiques et vétérans de l'opération militaire spéciale. Et dans ce contexte, nous avons la Lituanie, vous savez, le frère balte. Et ils se sont simplement déconnectés physiquement de la Russie. C'était la dernière connexion électrique que les pays baltes avaient avec la Russie, et la Lituanie a dit « non, on n'en veut pas ». En démontant physiquement, la Lituanie a retiré les derniers câbles qui la reliaient à la Russie. Litgrid, l'opérateur national de transmission d'électricité, a annoncé le démantèlement total des lignes électriques reliant le pays à la région russe de Kaliningrad. Le démantèlement a commencé début février de cette année, juste après que les États baltes se sont synchronisés avec le réseau électrique européen, mettant fin à 65 ans de fonctionnement dans le même système que la Russie et la Biélorussie. Minsk d'ailleurs en sera également coupé bientôt. Le retrait des lignes est prévu pour 2027. La porte du passé soviétique se ferme et se verrouille. Quelle initiative brillante! Et vous pouvez voir ces lignes électriques lourdes ici. Ces B1, vous les voyez partout dans le monde. Il suffit de couper. Boum, ça ne va nulle part. Il démonte les poteaux, démonte la voie, tout. L'Estonie a été déconnectée en février de cette année. 2025, la Lituanie avait la dernière connexion. Et maintenant, elle n'existe plus. Nous sommes maintenant physiquement incapables d'acheter de l'électricité russe. C'est impossible car il n'y a plus de connexion pour transférer l'électricité vers les pays baltes. Je suis ravi de voir ça. Pourquoi est-ce lié ? Eh bien parce que la Russie peut financer sa guerre en nous vendant de l'électricité. L'Estonie, Tian, la Lettonie et la Lituanie, les pays baltes, sont connectés à l'Europe du Nord et de l'Ouest par des câbles sous-marins. Regardez, ils sont juste ici. Et ces cercles rouges au-dessus d'eux indiquent les endroits où ces câbles ont été attaqués par la Russie, par la flotte fantôme de la Russie. L'Estonie a 2 câbles allant vers la Finlande, S-Link 1 et S-Link 2, la Lettonie en a un qui va vers la Suède, et la Lituanie en a également un qui va vers la Suède. Nous avons 4 câbles reliant les pays baltes à l'Europe via la Suède et la Finlande, elles-mêmes connectées au reste du continent. Donc c'est par là que nous recevons de l'électricité, voilà. La Russie cherche à attaquer ces câbles parce que si vous les coupez, vous forcez les pays baltes à revenir à l'électricité russe. C'est pour ça qu'ils ont attaqué. Je veux dire, regardez-les un par un, il y en a plein. La liste est longue. Ils font ça, ils traînent les ancres de leurs pétroliers de la flotte fantôme sur le fond de la mer Baltique pour endommager ces liaisons. Et ne me croyez pas sur parole, cela s'est passé il y a 2 jours. C'est la mer Baltique. C'est l'une des voies maritimes les plus actives de la région.
La rouge est vraiment très fréquentée. Voici le pétrolier Neva de la flotte fantôme russe. Il dérive très lentement, il ralentit maintenant. Regardez, il avance lentement tandis que les autres continuent. Le pétrolier Chouchou, Nerva, du Shadow Fleet russe, dérive au ralenti, il ne bouge presque plus du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il traîne son ancre, essaie de couper les câbles, vous savez, parce que c'est tellement facile à faire. Ça ne te coûte rien, tu ne fais que casser ton ancre, mais tu coupes le câble. Ce qui veut dire que les pays baltes auront besoin d'électricité quelque part. Cela rendra notre électricité beaucoup plus chère, car maintenant tout devra passer par un ou deux câbles existants. Ils essaient de le couper. Regardez ça sous nos yeux. C'est aussi facile que ça pour eux. Ceci conclut la section sur l'économie russe. Passons à l'international. Ce ne sera pas un long segment. Mais encore une fois, je vais commencer par la Pologne qui tient bon face à la Chine, la Russie et la Biélorussie, tout en maintenant la frontière fermée, en gardant la frontière fermée. Pourquoi est-ce si important ? Eh bien, j'ai fait une erreur dans la dernière vidéo, je crois que j'ai dit. Environ 90% du commerce chinois vers l'Union européenne passe par la Pologne, alors qu'en réalité, 90% du commerce de fret, donc le commerce ferroviaire, vers l'Union européenne, passe par la Pologne. Ils ont le commerce maritime, mais cela ne représente qu'environ 37% des échanges Union européenne, Chine que la Pologne a simplement fermé. Cela nuit à la Chine, car, comme dit dans la vidéo précédente, cela représente environ 25 milliards de dollars par an pour elle. Donc la Chine essaye vraiment de pousser la Pologne à rouvrir cette frontière, mais la Pologne, j'adore ça parce qu'ils acceptent de subir des pertes, ils perdent de l'argent à cause de cela. Le gouvernement polonais a souligné que la logique du commerce était remplacée par la logique de la sécurité. J'aime voir cela parce que dans la situation actuelle de sécurité de l'Union européenne, les pays doivent faire un choix, le libre-échange ou la sécurité. J'aime le libre-échange. Cela rapporte de l'argent à tout le monde, mais dans cette situation, il faut choisir la sécurité. Nous avons dépassé les décennies du libre-échange des années 90 à 2010. Cette époque est révolue. C'était une belle époque, tout le monde est devenu riche. Mais la Russie aussi, et elle s'en sert contre l'Ukraine aujourd'hui. Il faut choisir la sécurité. Et pour continuer sur le sujet polonais, nous avons déjà discuté sur cette chaîne de la façon d'abattre les drones russes sans utiliser des F-35 ou des F-16. Les missiles air moyenne, 9, qui coûtent environ 15 millions chacun. Comment les abattre en continu et à moindre coût ? L'Ukraine y parvient, mais l'Union européenne n'a pas de solution. Eh bien, la Pologne déploie maintenant la mitrailleuse WLKM à 4 canons de calibre 127 mm produite localement pour contrer les drones russes. Pourquoi ? J'adore ça parce que ça utilise des balles. C'est simple, ça utilise forcément des balles. Tu peux utiliser soit des balles, soit un intercepteur, des drones ou la guerre électronique. Ce que tu ne peux pas utiliser, ce sont les air moyennes, 9 Sidewinders qui sont des missiles RR coûtant 1 million chacun. Tu dois utiliser ça. Regardons simplement comment ça marche. Je veux juste te le démontrer. Tu vois, c'est un drone DJI Mavic, désolé. Et maintenant, c'est entièrement automatisé. Ce minigun effectue la recherche. ABLE avec du 127 mm. Ces rafales de 3 à 4 secondes coûtent encore combien ? 3000 en munitions, tu sais, l'argent. C'est incroyablement bon marché. Un drone intercepteur en Ukraine coûte entre 5000 et 10 000. Mais tu les abats toujours. Pas avec un missile à 1 million de dollars, mais avec 3000 dollars de munitions. C'est la voie à suivre, c'est comme ça qu'il faut faire. Le problème avec ces systèmes n'est pas le système lui-même, mais le goulot d'étranglement sera ses capteurs, caméras, télémètres laser, le système de visée, les systèmes d'automatisation, tout ça. Pas le canon Gatling, ni la minigun elle-même, mais tout cet équipement high-tech qui va dessus. Si vous pouvez les produire en masse, vous les placez tout autour des villes que vous sauvez des drones Shahad. Et je vais terminer la partie internationale de cette vidéo avec mon pays, l'Estonie. Chaque fois que je vois des nouvelles comme ça sur l'Estonie, je suis fier que mon pays ait le cran de faire ce genre de choses. L'Estonie va maintenant vendre les voitures abandonnées en laissées à la frontière russe.
Dès octobre, les autorités estoniennes mettront aux enchères les véhicules abandonnés près de la frontière russe. Si une voiture n'est pas récupérée dans un délai de 2 ou 3 mois, elle sera mise en vente et les recettes iront dans le budget de l'État. Les Russes franchissent la frontière, abandonnent leur voiture, puis reviennent après 4 ou 5 mois. Ils se disent « Oh, ma voiture est là, retournons-y ». Tout cela est sur le point de changer. S'ils laissent leur voiture, nous la vendrons. Nous vendrons cette voiture russe ou celle d'un Russe, car elles ne sont plus autorisées. Les plaques russes sont interdites en Estonie. Nous vendrons cette voiture d'un Russe achetée ici ou ailleurs et garderons l'argent. J'adore voir et faire ça, et je suis ravi que mon gouvernement le fasse. Très bien, nous arrivons maintenant sur la ligne de front. Et ici, j'ai un vrai film d'action à suspense pour vous. Je veux dire, c'est génial. La vidéo se termine ici. Ce fil est très long, je le garde pour la fin. Tout le reste, je vais vous le montrer avant qu'on commence avec les vidéos. Je vais essayer d'aller vite. C'est un soldat russe, une chair à canon, indésirable, appelez-le comme vous voulez. Celui-ci avait été envoyé sans aucun équipement, sans aucune munition pour attaquer, pour charger, vous savez, une attaque de chair à canon. Il racontait une histoire. Il va dû récupérer un casque sur un camarade mort. Tu traverses le champ, tu trouves des gars d'il y a 3 mois qui ont fait la même charge. Tu trouves un casque d'un autre gars, il a trouvé un gilet. Toi, j'étais vraiment un gamin quand j'ai vu le film, mais c'est vraiment comme Stalingrad, Enemy at the Gates. 1 sur 2 reçoit la balle, 1 sur 2 reçoit l'arme. Tu ramasses le fusil ou les balles du gars devant toi s'il se fait tirer dessus. C'est exactement comme ça. Sauf que le gars devant toi a été tiré il y a 3 mois. Le corps se décompose. Si tu retires le casque, il faudra enlever la peau et tout le reste. C'est vraiment horrible. Et maintenant, le gars a un gilet pare-balles et un casque, et il est libre d'aller se transformer en tournesol quelque part. Dans cette vidéo, un nouveau lot de camions tracteurs Kama 6500, 21 équipés de systèmes de guerre électronique a été repéré. Et ils sont tous sur des trains. Les trains sont en mouvement, regardez-moi ça. Chaque camion Kamaz, tout neuf et vert. Les fenêtres, même fermées avec des planches, ont une guerre électronique montée dessus directement depuis l'usine. Et chacune de ces petites bosses ici est un brouilleur de fréquences différents. Je connais ça car on en donnait à l'armée ukrainienne. C'est vous qui avez fait ces dons. Chaque bosse correspond à une fréquence précise. Ces camions brouillent donc de nombreuses fréquences. Regardez, un brouilleur qui saute d'une fréquence à l'autre, vous pouvez faire ça. Un brouilleur qui brouille toutes les fréquences, vous pouvez certainement le faire, mais c'est très cher et beaucoup plus difficile à produire en masse. Il est plus facile de produire des brouilleurs qui brouillent en circuit des fréquences fixes et simplement de les empiler les uns sur les autres, afin qu'ils brouillent tous cette fréquence fixe. C'est à cela que sert ce dôme ici. Les Ukrainiens, bien sûr, comme les Russes, utilisent le saut de fréquence sur tous leurs drones. Cela signifie que s'ils découvrent qu'une certaine fréquence est brouillée, ils passeront à une autre, et ainsi de suite. Ils continuent jusqu'à en trouver une non brouillée. Eh bien, le fait est que rien, ni des Ukrainiens, ni des Russes, ne sort de l'usine militaire sans ce brouilleur maintenant, les Ukrainiens et les Russes utilisant tous deux une technologie très similaire. Ici, ces dômes en sont présents sur tous les nouveaux véhicules ukrainiens et sur tous les nouveaux véhicules russes. Parfois, je les vois même sur ces voiturettes de Golf chinoises. Je veux dire, ce brouilleur ici coûte au moins entre 10 000 et 15 000. Cette voiturette de Golf coûte environ 2 000 $. Donc ce brouilleur vaut plus que 4 voiturettes de Golf, voire même 7 voiturettes de Golf. Alors que la voiturette de Golf elle-même ne vaut rien, ces brouilleurs sauvent eux des vies, même si ce ne sont pas des armes miracles. Les drones passent quand même, mais ils réduisent le nombre de pertes causées par les trains drones. Je vous montre ça juste pour illustrer ce point. Les deux camps utilisent activement des brouilleurs à fréquence fixe sur presque tout ce qui bouge, mais cela ne rend pas les drones inutiles. Je veux dire, il y a des drones à fibre optique, il y a le saut de fréquence, il y a toujours ces fréquences BD qui ne sont pas brouillées. Ces fréquences mais très étroites que les deux camps utilisent alors. Donc, c'est un jeu du chat et de la souris tout le temps, partout, c'est fou. À propos des drones, en voici un autre. C'est un véhicule blindé du génie ukrainien, un véhicule blindé au sol sans pilote qui transporte des rondins. Pourquoi est-ce bien ?
Comme je l'ai dit, les brouilleurs réduisent les pertes de drones, sans les éliminer totalement. Eh bien, les abris renforcés avec du bois réduisent les pertes dues aux obus d'artillerie, mais ils ne les éliminent pas complètement. Donc vous voulez les réduire, vous voulez garder vos soldats en vie. Vous devez renforcer chaque abri que vous creusez. Les rondins. Et les rondins sont lourds, encombrants, difficiles à transporter. Les camions seront détruits. Le moyen le plus simple, c'est le plus innovant. La méthode la plus innovante, malheureusement aussi la plus coûteuse, ce sont ces Unmanned Ground Vehicles, et ils transportent ces rondins. Les humains ne pouvaient pas les transporter, mais les camions, oui, ceux-ci seront détruits, ce qui en fait une bonne méthode. Si vous ne renforcez pas votre abri, vous avez beaucoup plus de chances de recevoir des éclats d'obus. C'est comme ça. Et maintenant, mes amis, vous n'allez pas le croire. Ce n'est pas la grande histoire à la fin de la vidéo, mais quand même, vous voyez, avant l'opération Barbarossa, pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le Troisième Reich a attaqué les Soviétiques et les Allemands ont conclu leur Monoto-Rippentrop-Pact, ce qui signifiait aussi, entre autres, que des tonnes de trains métalliques soviétiques, de trains en fer, d'armes, tout affluait vers l'Allemagne. Je veux dire, les Allemands achetaient des matières premières soviétiques, du pétrole soviétique, ainsi que des obus d'artillerie soviétiques et des fusées par centaines de milliers. Et cela a duré quelques années, avec des trains qui allaient sans arrêt de l'Union soviétique vers l'Allemagne en 1939 même, au début de 1940. Allant. Ils alimentaient l'armée allemande. L'une des choses qu'ils envoyaient, c'était des obus d'artillerie, des fusées d'artillerie. Cette fusée d'artillerie spécifique a été trouvée chez les Russes par les Ukrainiens. Regardez ce qui est écrit. W. Wehrmacht 1934. Elle a donc été fabriquée en 1934. On y voit une croix gammée et un aigle. Donc, il s'agit d'une fusée d'artillerie utilisée activement en ce moment par l'armée russe, qui a été fabriquée, et la fusée a été fabriquée en Allemagne en 1934. Les Russes affirment en interne, pour leur propagande interne, qu'ils combattent les nazis et les fascistes, tout en utilisant des fusées d'artillerie achetées aux nazis parce que les nazis les ont vendues à l'Union soviétique. Aussi, en les utilisant maintenant, remarquez-vous le décalage d'informations? C'est fou comme les gens oublient cela. L'Union soviétique et l'Allemagne étaient alliés, les alliés les plus proches au début de 1940, janvier, février, vous savez, mars. Ils étaient les alliés les plus proches du continent européen. C'était sous deux dictatures contre le monde à cette époque. Donc oui, l'Union soviétique a acheté beaucoup de ces choses. Je veux dire, les Allemands ont acheté beaucoup de choses soviétiques, les Soviétiques ont acheté beaucoup de choses allemandes. Et ici, nous avons une fusée d'artillerie récupérée chez les nazis et utilisée dans l'armée russe, en ce moment. C'est fou. Pour moi, c'est comme un morceau d'histoire complètement dingue. Très bien, mes amis. Ligne de front Lupiansk, nord-est de l'Ukraine. Et ce sera un long sujet. Ici, vous pouvez voir les troupes russes former un saillant vers Kupiansk. Cette zone organisée, cette localité ici, c'est Kupiansk. Les Ukrainiens se replient lentement, cédant du terrain contre des pertes russes. Les Russes en sont affirmés il y a longtemps qu'ils avaient encerclé Kupiansk. C'est faux, mais ils avancent. Ces lignes que vous voyez ici sont les attaques d'hier et d'avant-hier. Par exemple, le X au centre, juste ici, c'est bois. Les Ukrainiens s'en sont retirés. Les Russes ont immédiatement avancé dans les lisières de la forêt. Ensuite, les Ukrainiens ont avancé leur Baba-Yaga et ont éliminé quelques fantassins. Les Russes se sont repliés. Maintenant, c'est une zone grise, avec encore des lisières de forêt ici. Les Ukrainiens se sont retirés, puis les Russes ont envoyé des troupes, frappées ensuite par des drones. Les Russes se sont de nouveau repliés dans la zone grise. En haut, on voit une longue flèche bleue ici. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un char ukrainien bas, sans blague. Il est allé jusque-là. Regardez à travers le champ, la route, le bois et la zone urbanisée de Kindrashivka. Et il a été repéré ici, là où se trouve le X sur ce champ, très près des positions russes actives. Il a fallu environ 10 frappes de drone vues à la première personne. Je ne sais pas de quel type de char il s'agissait. Il a encaissé 10 frappes, puis est reparti en boitant. Je veux dire, l'équipage n'a pas abandonné le char. Ils ont réussi à le ramener d'une façon ou d'une autre. Il était dans un état horrible, mais l'équipage a survécu. Le char est revenu.
C'est ici qu'a eu lieu la bataille. Voilà ce qui se passe près de Kupiansk. Comme les Russes poussent vraiment à Kupiansk, les Ukrainiens déploient actuellement la 3e brigade d'assaut dans la région de Kupiansk. Et ce que font les Russes face à cela, puisque la 3e brigade d'assaut est comme l'élite de l'élite. Ils sont vraiment très bons dans ce qu'ils font, c'est-à-dire, leur spécialité c'est de se battre dans des situations vraiment difficiles et de repousser les Russes. Donc les Russes, en réponse à cette 3e brigade d'assaut qui est déployée, envoient une unité de drones Rubicon. Rubicon est une unité de drones russes très secrète. Ils ont été mandatés par Andrei Belousov, vous savez, le ministre des Finances, maintenant ministre de la Défense, au début de cette année. Et maintenant, ils sont très efficaces. On pourrait les comparer aux oiseaux de Madiar en Ukraine. Les Ukrainiens savent à quel point ils sont efficaces. Tout le monde se demande comment ils s'entraînent, où ils s'entraînent, ce qu'ils sont. Les Ukrainiens connaissent leur réputation, les Russes connaissent leur réputation. Rubicon cause de gros problèmes sur les 1100 km de la ligne de front et l'Ukraine a du mal à trouver des moyens de le contrer. Rubicon est déployé à Kupiansk. La 3e brigade d'assaut est déployée à Kupiansk. Eh bien, tout cela nous amène maintenant à cette excellente nouvelle. J'ai parlé de cette grande menace. Cela prendra un peu de temps. Prenez votre café, thé, whisky ou popcorn et préparez-vous. Vous connaissez le propagandiste russe Solovyov. Il est allé dans une certaine zone, dans un certain centre de drones, il y a fait une vidéo de propagande. Ils se sont promenés, ils se sont amusés, ils ont tout flouté. Comme ça, personne ne comprendrait rien. Juste pour montrer qu'il existe une zone et un terrain d'entraînement dédiés aux drones. Ici, c'est Solovyov entouré de quelques gars. Je vais passer cette vidéo rapidement. Donc, on ne peut pas vraiment savoir où se trouve cet endroit, puisque nous sommes à l'intérieur d'un grand bâtiment et que tout, vous savez, est flouté. Ce qu'on peut voir sur cette vidéo de mauvaise qualité, vous savez, des jambes qui se promènent, quelques visages, quelques voiturettes de golf chinoises, celles mentionnées plus tôt. Certaines de ces voiturettes sont équipées de un petit peu de brouilleur, même si les voiturettes elles-mêmes coûtent 2 ou 3 000 $. Encore des arrière-plans flous, rien ici. Des camions ordinaires. Oh pardon, c'était des drones Le Havtrux Babagard. Des drones russes, évidemment. Mais maintenant, il faut laisser du temps. Oh, de gros drones, des chariots, des murs, quelques portes. Quelques portes. Qu'en est-il de ces portes ? Vous souvenez-vous de ces portes, mes amis ? Vous vous souvenez de ce pilier ? Seulement quelques secondes, quelques portes. L'une d'elles est des toilettes. D'accord, allons-y, je vais vous lire tout le fil. Vous êtes prêts ? On va plonger dans un terrier de lapins et c'est vraiment une mauvaise fuite pour les Russes. Avez-vous déjà voulu savoir où se trouve le fameux centre de drones Rubicon russe ? La même unité de drones Rubicon qui est envoyée à Kupiansk en ce moment et qui la commande ? Grâce à mes collègues Pustota et Legolov, ainsi qu'à des sources ouvertes dont le fils du propagandiste russe Vladimir Solovyov, nous savons désormais Solovyov étant lui-même un propagandiste russe. Il a publié cette vidéo pensant que tout était flouté, mais ce n'était pas le cas. Tout d'abord, Rubicon n'est techniquement pas une unité militaire. Elle n'est associée à aucune, n'a aucune entité enregistrée connue publiquement, et le nom de son dirigeant n'a jamais été divulgué. Heureusement, j'ai trouvé 2 lettres de remerciement que Rubicon a envoyées à la fondation caritative Bratskoïa ZERC Cœur Fraternel, qui est dirigée par d'anciens membres du service fédéral de protection et du service des renseignements extérieurs. Vous pouvez y voir le nom de famille et les initiales du commandant de Rubicon, SV Poudnikov. En février 2025, le propagandiste russe Vladimir Solovyov a publié un documentaire sur le Rubicon, dans lequel il a visité son centre d'entraînement. Il a été diffusé à la télévision d'État russe. Il est accompagné du vice-ministre russe de la Défense Sergei Krivorouchko, du haut responsable du ministère de la Défense Evgueni Shmirin et d'un homme inconnu que l'on pense être Shmirin, bien que Shmirin ne soit pas non plus nommé. Tous les autres visages dans la vidéo sont floutés. Shmirin est le chef de la direction de la recherche interarmée avancée et des projets spéciaux du ministère russe de la Défense,
une branche du ministère responsable du développement des armes du futur. Waouh, un peu de lore de Wonderwolf ici. Un membre du département de Chmirin faisait partie des halls spécialistes russes des missiles qui ont visité l'Iran en avril et en septembre 2024. Chmirin lui-même s'est rendu en Iran le 23 octobre, participant à une réunion avec le ministre iranien de la Défense, Mohammad Reza Karaï Ashkitiani. Nous reparlerons de Chmirin plus tard. Vous vous souvenez de ce nom ? Sa présence dans la vidéo est importante. Enfin, avec l'aide de Pustota, nous avons trouvé une photo de famille du 4e homme dans la vidéo, un inconnu sur 5 contacts. Et oui, il s'est avéré qu'il s'agissait de Sergei Viktorovitch Pouniakov, le directeur du centre Rubicon. J'adore la façon dont la toile d'araignée se déploie. Poutnikov a 37 ans. Il a principalement servi dans la 9e brigade d'artillerie de la garde de 2011 à 2019. C'est probablement là qu'il a obtenu son grade de colonel de la garde, mentionné dans la lettre de remerciement citée plus haut. En 2019, Poutnikov était le chef d'état-major de la 9e brigade à leur quartier général à Luga, dans l'oblast de Leningrad. En 2015, sa brigade a été aperçue près de Mariupol, bombardant intensément la ville. Avant cela, Poutnikov a également servi dans la 61e brigade d'infanterie navale séparée de la garde, et sa femme avait même un mot de passe d'email, Murske Befwata Naval Infantry, Murske Bevota, ce qui signifie infanterie navale. Plus tard, ils sont revenus de l'oblast de Leningrad à Belgorod, où ils sont tous les deux nés. En fait, Poutnikov est également répertorié dans la base de données ukrainienne Miratovaretsk, avec au moins 19 passages illégaux de la Russie vers l'oblast occupé de Donetsk en Ukraine en 2023. Mais bien sûr, il n'y a rien sur sa connexion avec Rubicon là-bas. Mais qu'en est-il de l'emplacement de la base ultra-secrète Rubicon ? Redemandons l'aide de Vladimir Zoloviev. L'équipe de Vladimir Zoloviev a mal flouté l'image, dévoilant un hangar du centre du congrès Patriot, dans le parc militaire patriote près de Moscou. Regardez ça, vous remarquez cette porte ici avec le VETS ? Je veux dire, c'est les toilettes en Europe. Et ces lumières. Je veux dire, c'est exactement les mêmes que celles que j'ai vues au Patriot Park. Tellement facile. C'est censé être l'unité de drones russe la plus secrète, dans un endroit top secret. Et pourtant, on a son propre propagandiste, un propagandiste russe, le public. D'autres détails concordants, comme des colonnes de course avec des haut-parleurs et d'autres équipements techniques. C'est le pilier, tu te souviens ? Regarde les haut-parleurs, ils correspondent. C'est bien l'emplacement du parc Patriot. Nous avons aussi géolocalisé le hangar voisin. Versoloviev, Griboroucho, Smirin et Boudnikov marchent pour inspecter les véhicules utilisés par Rubicon pour amener leurs équipages sur la ligne de front. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles l'exposition armée 2025, qui se tient habituellement dans les 4 halls d'exposition des centres patriotes, a été annulée cette année à cause de cette fuite massive. Waouh, vraiment impressionnant. Lors de la recherche, nous avons consulté des centaines de photos de lieux en Russie, jusqu'à ce que Legal Love suggère que le Patriot vide pourrait être le siège de Rubicon, puisqu'il était déjà resté inoccupé pendant la majeure partie de l'année. Le reste était technique. Nous avons également appris quelle salle exacte dans ce bâtiment Rubicon occupe, le Hall D le plus au sud, ainsi qu'une partie du Hall C. Sur cette image d'avril 2024, on voit que des expositions ont parfois lieu au Patriot Center, juste à côté de Rubicon. Regardez ça, c'est le même mur que l'on voit dans la vidéo de Solovyov, qui se trouve dans les halls C et D. Ce n'était donc pas qu'une démonstration unique pour la télévision. Une vidéo publiée par Rubicon lui-même, 6 mois plus tard, le 1er août. Ces publicités de recrutement montraient aussi d'autres extraits du même hangar, non diffusés dans le studio Soloviev. Donc Rubicon lui-même a publié des vidéos depuis ce hangar. Ils floutent de très maladroitement, donc on peut distinguer des détails à l'arrière, et ils vont même encore plus dans le détail. Nous avons même appris quand Rubicon est arrivé au Patriot Center. Le site du Patriot propose un calendrier listant toutes les activités pour 24, 23 et avant. Depuis septembre 23, il y a une entrée quotidienne permanente appelée « Cours scientifiques et pratiques de l'Université Polytechnique de Madrid », LISP. D'accord, le terrier du lapin est encore plus profond, je vais laisser tomber. Sinon, on devient fou ici.
mais ça va jusqu'à l'aiguille. Point. Eh bien, Solovyov, le principal propagandiste de Russie, a décidé de publier une vidéo de lui se promenant autour de l'unité de drones ultra secrète, le Drone Center. Mais le floutage de mauvaise qualité a tout révélé. Avec ce terrier de lapin, je vais enchaîner avec les membres de Beymikov montés, mes amis. Avant tout, voici le meilleur commentaire de la dernière vidéo que je lirai à chaque fois. Je pense que c'est une bonne chose d'inclure vos meilleurs commentaires. Récemment, j'expliquais que les Russes doivent baisser la production de pétrole à cause de l'explosion des silos de carburant et des pipelines. Eh bien, quelqu'un a effectivement commenté. Pourquoi ? Il est très difficile de redémarrer la production d'un puits une fois qu'on l'a réduite dans la toundra. La dernière fois qu'ils ont fermé les puits d'Ahand des Russes dans la toundra, il leur a fallu 30 ans pour tous les rouvrir. Fermer des puits au-dessus du cercle arctique est une recette désastreuse car il faudrait presque les forer à nouveau. Il faudra des décennies pour les rouvrir s'ils sont fermés. Il semble qu'une grande partie d'entre eux devra forcément être fermée. Comme les pipelines et les raffineries se retrouvent dans un état où ils ne peuvent plus transporter et raffiner la production des puits. Dit par Botko en 1948. Merci pour le commentaire, cela clarifie beaucoup pour moi. Et maintenant, nous n'avons que 2 nouveaux membres mensuels, Buy Me a Coffee, mais je vais quand même écorcher leur nom avec fierté. Antanas Kazokas, Villa Karila, Villa Karaela, probablement finir Kidos. Merci mes amis d'avoir regardé. Revenez lundi parce que je serai de retour lundi. Je vous apporterai tous ces mêmes segments lundi. Abonnez-vous à Slavokrini. Et au revoir.